14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant 2 heures, nous sommes sur Sud Radio bien sûr. Alors moi j'aime bien cette image de l'intérieur et de l'extérieur de soi. Tout simplement parce que pour être bien avec soi-même, il faut être à l'aise avec ce qui se vit à l'intérieur de nous, c'est-à-dire nos ressentis bien sûr, nos émotions, mais bien sûr aussi nos pensées. Parce que sinon, c'est un peu confus. Nous sommes alors comme dans un brouillard dense et il va être difficile de diriger sa vie en fonction de ses vrais besoins et de ses vrais désirs. Seulement, découvrir son intérieur, eh bien, c'est une aventure qui ne se fait pas forcément tout seul. Alors, il y a notre famille d'abord, et puis après, il y a nos proches, nos amis, et puis bien sûr, nos différents partenaires qui pourront nous aider à nous découvrir, parfois dans la joie, mais souvent dans la souffrance. Et c'est pourquoi je le répète sans cesse, il est nécessaire de parler, de dire avec des mots, parce que sinon, si les mots sont tus, eh bien, ils peuvent nous tuer. Samuel Doc est avec nous, il est psychanalyste, il écoute ses patients et il les aide à se découvrir, à se comprendre. Et je vous propose qu'avec lui, nous partions à l'aventure de notre monde intérieur. Donc c'est le moment ou jamais de venir nous parler avec vos mots à vous. Racontez-nous ce qui vous touche, ce qui vous plaît et bien sûr ce qui vous fait souffrir ou ce qui vous fait peur. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Voilà, j'ai fait un effort d'introduction, Samuel Doc, c'est pour vous. Voilà, et je suis sûre que ça vous plaît cette image de monde intérieur et de monde extérieur. Absolument, Brigitte, très heureux de vous retrouver autour de ce thème qui effectivement me plaît, me parle et me touche. Bien sûr que il y a ce contraste entre notre vie psychique intérieure et le monde qui nous entoure, le monde du social, le monde du collectif. Et ce qui me parle beaucoup, c'est cette souffrance que vous décrivez lorsque les mots sont tus. Parce qu'on reste piégé dans cette intériorité, dans ce qui pourrait s'apparenter à une forme d'étrangeté au monde. Quand on est seul avec soi-même, on ne se reconnaît pas forcément. Et ce qui nous permet de sortir de cette solitude, de cet état d'âme, c'est la parole. C'est l'unique vaisseau qui nous permet de cheminer vers l'autre, de rencontrer l'autre et de dépasser toutes nos fragilités, toutes nos vulnérabilités intérieures. Voilà, je crois que c'est vraiment important. Alors très souvent, notamment quand on était avec Michel Odoul, on parle des mots du corps. Hein. On sait à quel point l'esprit et le corps sont reliés et quand l'esprit ne peut pas exprimer, eh bien c'est souvent le corps qui va parler à sa place. Donc ça c'est une chose que nos auditeurs entendent souvent bien sûr et que vous entendez j'imagine souvent dans votre avec vos patients. Hein. Absolument, le corps c'est une toile magnifique et parfois même terrible pour exprimer bien tout ce qu'on ne peut pas dire. C'est un véritable parchemin vivant. Et là encore, lorsqu'il y a des problèmes psychosomatiques, c'est-à-dire par exemple de l'eczéma, des problèmes intestinaux ou que sais-je encore, ça mérite toujours de comprendre et d'essayer de déchiffrer, je sais que vous le faites souvent dans cette émission, de déchiffrer la grammaire du corps, parce que c'est aussi une grammaire du cœur, en fait. Exactement. Alors, il est certain que lorsqu'on est enfant, obligatoirement, nos parents, même s'ils sont suffisamment bons, comme le dit un certain psychanalyste, n'est-ce pas, Winnicott, ils peuvent pas comprendre tout nos parents. Et donc, en tant qu'enfant, on a forcément des émotions qui n'ont pas été comprises, des émotions, et ça provoque donc des blessures. Et à un moment donné, quand on grandit, si on veut être plus en accord avec soi, hein, c'est important de travailler sur tout ça. Alors, il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'aller faire une thérapie, mais c'est important quand même de pouvoir communiquer et de parler. Et quand il y a quelqu'un qui ne sait absolument pas parler de ses émotions ou de soi, ça veut dire qu'il y a certainement derrière une grande souffrance. Je crois que c'est ce que vous nous enseignez dans votre émission, Brigitte, quand j'entends les témoignages des personnes en souffrance qui vous appellent et qui tout à coup se rendent compte, et c'est un bon exemple finalement de cette démarche thérapeutique, et je crois vraiment que ce que vous faites est d'ordre thérapeutique, je crois que c'est pouvoir se rendre compte que en fait, une fois que les choses sont dites, elles font un petit peu moins peur. On peut se les représenter, on peut les apprivoiser. Et ce que j'apprécie beaucoup dans votre démarche, c'est qu'on se rend compte aussi qu'il n'y a pas qu'une seule manière de les lire. Quand on est seul avec ce qui nous affecte, avec ce qui nous touche, on est convaincu qu'il n'y a qu'une seule interprétation de l'événement, du choc, du trauma. Alors que quand on rencontre le point de vue d'un autre, eh bien on se rend compte qu'il y a parfois une infinité de manières de lire justement cette histoire-là. Alors c'est vrai, je vais être un peu polémique, mais aujourd'hui on aime bien les choses
univoque, monolithique, surtout en ce qui concerne l'identité. Il faudrait avoir une seule identité. Mais nous sommes des multitudes, nous sommes une pluralité. Et le langage, de par son mouvement, de par cette constante transformation, nous invite à penser le singulier comme l'universel. Nous ne sommes pas un, nous sommes plusieurs. Oui, et puis on va évoluer au fil de notre expérience, de notre vie, de l'âge, de nos rencontres. Moi, j'aime bien, c'est Jean-Michel Gourlian qui travaille beaucoup sur le désir mimétique et qui me disait tout le temps, qui me dit tout le temps, parce que il est toujours là, que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un avec qui on a un échange un peu plus, enfin pas simplement quelqu'un qu'on croise dans la rue, eh bien notre petit moi va se modifier, quoi. Et c'est ça qu'il faut aussi entendre, c'est que on est des êtres de lien et nos rencontres, nos interactions nous façonnent, quoi. Absolument, et notre langage, et vous le dites extrêmement bien, c'est une empreinte vivante, une synthèse de toutes nos expériences affectives. Les mots que je suis en train d'utiliser pour vous parler sont la somme de mes lectures, de mes expériences. Quand on parle avec toute son histoire, tout ce qu'on a vécu. Et je compléterai une chose extrêmement pointue que vous avez dit par rapport à l'enfance, c'est que le rapport au langage, il survient lorsque la mère s'en va, lorsque l'enfant est tout petit, et qu'il va commencer à babiller, à parler pour compenser cette absence, pour nommer en fait ce qui fait défaut tout à coup, ce qui se dérobe à lui. Et ça, on en porte des traces tout au long de la vie. On parle parce que nous sommes manquants. Et c'est en ça que la parole a attrait au désir. On nomme ce que l'on désire. Et encore pour ça, et je crois que vous nous aidez pour parvenir à ce but-là, encore faut-il pouvoir justement le penser, le représenter, le comprendre. Oui, alors moi ça me fait penser à quelque chose, excusez-moi, c'est un petit peu d'actualité. On a de plus en plus de jeunes qui, au lieu de parler, se donnent des coups. Comment vous interprétez ça, vous, Samuel Doc ? Je le rencontre beaucoup en consultation, par exemple sur les scarifications, énormément, encore hier avec une patiente. C'est vraiment lorsqu'il n'y a plus de possibilité de dire, ou parfois même lorsque la parole de l'autre prend trop de place, eh bien certains ados n'ont plus l'impression d'avoir un corps qui leur appartient et vont mutiler ce corps pour avoir une sorte de reprise, comme si c'était une matière à laquelle ils pouvaient donner forme. C'est paradoxalement une tentative de coupure vis-à-vis de l'autre, plus que vis-à-vis de soi. C'est réussir à mettre à distance, se réapproprier son propre corps. Bien sûr, ce que je vous dis là est très ramassé, il y a parfois d'autres interprétations possibles. Mais vous avez nommé quelque chose d'important, c'est que, encore une fois, la parole non accordée vient faire retour sur le corps. D'accord, mais ça veut dire que cette parole non accordée pour ces adolescents, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les parents n'ont pas su apprendre le langage ou n'ont pas échangé de langage avec l'enfant. Tout à fait. Il y a une sorte d'absence de langage dans l'enfance. Ou parfois ne veulent pas entendre. Le cas par exemple des ados qui ont envie d'exprimer leur souffrance psychique et les parents qui vont dire mais tu nous embêtes, ça suffit, tout va bien, regarde tes résultats scolaires. Et là l'enfant est complètement asphyxié par cette parole, par cette perception de l'autre et se dit mais est-ce que je m'appartiens à moi-même ? Et c'est là que peuvent intervenir les scarifications. Moi, je rencontre effectivement souvent cette situation-là. Oui. Alors, on parle plus beaucoup du journal intime. Est-ce que c'est une manière, Samuel Doc, de se découvrir, d'apprendre à se connaître ? Est-ce que c'est une manière finalement de dire les choses ou pas ? Ça me touche que vous en parliez parce que j'y songeais en venant pour vous rejoindre en studio. Je me disais que finalement, la thérapie, c'est un acte d'écriture. Et parce qu'on se raconte et on retrace notre histoire, on comble les lacunes. Et quelque part, c'est aussi ce qu'on fait dans un journal intime. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, et si on pense par exemple à Freud, quand il tenait son journal ou quand il tenait sa conversation épistolaire, eh bien, il s'adressait à un autre. Peut-être que quand on écrit un journal, on s'adresse déjà à un autre, invisible, impalpable, mais bien réel. D'accord. Alors, quel conseil vous pourriez donner comme ça à ceux qui nous écoutent, Samuel Doc, pour se connaître, enfin, pour déjà ne pas se tromper sur soi, peut-être ? C'est peut-être le premier conseil qu'on peut donner. Mais je crois que vous venez de le donner, le conseil, Brigitte. C'est si vous n'avez pas forcément, vous en avez donné 2 implicitement. Tenir un journal, ça peut être un premier pas pour dire l'indicible, parce que ça n'appartient qu'à nous, c'est une manière de se le représenter. Et aussi, quand vous avez parlé des parents un peu plus tôt, trouver les bons interlocuteurs. On n'est pas obligé de tout dire à tout le monde, il n'y a pas d'obligation. Et parfois, si une personne semble fermée à un certain sujet, une autre pourra vous écouter. Et je pense que ce que vous avez dit précédemment sur ce point-là est pertinent. Parfois, les parents ne peuvent pas entendre, parfois les amis ne peuvent pas entendre. On trouve toujours une oreille quand on cherche. Oui, et c'est peut-être pas par hasard que par exemple les chauffeurs de taxi, les coiffeurs, enfin certaines professions sont finalement des oreilles qui
qui entendent sans peut-être pouvoir aider parce que ce ne sont pas des thérapeutes, mais au moins les choses sont dites. Exactement, je pense que ça revient à ce que vous disiez. Finalement, ce qui est important, c'est que les mots sortent. Absolument, absolument d'accord avec vous. C'est mieux si évidemment ils sont écoutés et entendus et compris, mais au moins s'ils sont sortis, c'est déjà ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je le disais même à ma coiffeuse qu'elle finalement elle avait un peu un rôle clinique auprès de ses clients. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il recueille beaucoup de témoignages et parfois même des choses extrêmement intimes. Oui. Surtout qu'il y a un lien qui se touche, qu'en plus sur le coiffeur, vous voyez, il y a quand même le rapport au toucher qui est très fort. On se touche les cheveux. Ça crée aussi un certain lien, oui. Et puis aussi peut-être un autre conseil. Je pense à une psychanalyste, Catherine Audibert, qui avait vécu le drame terrible de perdre son fils, qui en parlait dans son livre Le temps de la perte, chez Albin Michel, je crois, qui disait que lorsque son fils est décédé, elle ne pouvait plus parler. Alors qu'est-ce qu'elle se faisait ? Elle cherchait dans le corps un certain soutien, elle se faisait masser, toucher. Donc parfois, et ça vous l'avez dit aussi dans une de vos émissions précédentes, vous disiez que lorsque la parole est entravée, et je suis assez d'accord, on peut aussi écouter le corps. Qu'est-ce qu'il a à nous dire et comment en prendre soin ? Revenir à se prendre soin, c'est-à-dire à cette colonne vertébrale de l'identité, avant peut-être d'envisager un travail de parole. Oui, et vous avez raison, parce que certains hommes qui sont des taiseux sont souvent des hommes dont la sexualité dans le couple est essentielle. S'il n'y a plus ça, ils se sentent mal aimés, ils ont l'impression qu'ils n'existent plus presque. Donc on voit bien que là, c'est aussi le corps, et particulièrement évidemment la sexualité, qui est quand même, si je puis dire, l'explosion du corps, qui devient presque indispensable. Absolument, c'est comme si on perdait une langue, une grammaire, un lexique, une manière d'éprouver et de se soulager, parce que la parole, c'est de la libido. Freud nous l'enseigne, on se soulage de quelque chose avec la parole. Elle investit, elle va et vient sur des objets. Il en va de même pour la sexualité. C'est ça. Alors si on parle trop de sexe, finalement on a moins besoin de baiser. Il faut que je fasse attention. On sublime trop. Je suis en danger. Bon, en tout cas, avec Samuel Doc, on va vous aider à découvrir votre moi intérieur. Si vous avez envie de communiquer, de nous dire comment vous avez appris justement à découvrir qui vous êtes, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300. J'y arrive. Dans un instant, nous retrouvons François justement qui va nous dire tout ça. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Samuel Doc et nous mettons les mots qu'il faut sur ce que vous êtes. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre L'enfant thérapeute aux éditions Plomb, un livre tout à fait touchant où vous racontez justement votre enfance et votre relation à une mère un petit peu, allez, on va dire dissonante pour dire un mot gentil. Bonjour François. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour François. Donc, enchanté. Écoutez, moi je vous appelle parce que on a eu l'occasion déjà de discuter il y a quelques années. Moi j'ai depuis 4 ans, ma femme est complètement fermée au dialogue concernant la sexualité. Uniquement ça, on s'entend très bien sur tout le reste, mais sur la sexualité, elle ne veut plus en parler. Il y a 4 ans, suite à une dispute, elle m'a dit qu'elle faisait une croix sur sa vie sexuelle, donc à 55 ans, c'est quand même jeune. Hein. Et quand j'essaye de lui en parler, elle reste complètement fermée. Voilà. D'accord. Alors si vous voulez, alors je vais essayer de faire court. Pourquoi effectivement elle s'est fermée il y a 4 ans. On a pratiqué le libertinage pendant 25 ans. Tout se passait très très bien. Moi malheureusement il y a 7 ans, à l'âge de 52 ans, j'ai eu la maladie de la péronie, j'ai dû être opéré, mais elle était de forme grave, très très là. Oui, donc il fallait en effet opérer, bien sûr. Il fallait opérer. Et suite à cette opération, j'ai perdu à peu près 3-4 cm de verge, je vous avais expliqué, rappelé à l'époque. Et ma femme lubrifiant énormément, effectivement, lorsque on faisait l'amour, elle n'avait plus aucune sensation avec moi. Alors quelque part, comme on faisait du libertinage, on arrivait à compenser. Moi, je m'apercevais que j'arrivais à faire jouir d'autres femmes sans aucun problème. Vous savez, c'est pas 2-3 cm de moins qui change grand-chose. Je suis d'accord, absolument. Là, je crois que l'excuse, encore une fois, est bien trouvée. Hein. Peut-être. Alors, mais c'est vrai que après, c'est peut-être inconscient de sa part. Hein. Je ne suis pas en train de l'accuser d'avoir pris ça comme excuse, mais ça a certainement permis de. Alors, il y a eu autre chose qui s'est passé il y a à peu près 4 ans. Hein. C'est le fameux MeToo.
Oui, peut-être, mais bon, nous, ce qui s'était passé, c'est que donc du coup, on continuait le libertinage et moi, je vous dis, j'arrivais à faire jouer une femme, et elle prenait son pied avec d'autres mecs. Et puis bon, au fur et à mesure, je me suis aperçu que des plans pluralité, enfin ou des hommes ou des plans avec couple, on passait uniquement avec des plans avec des hommes. On arrêtait les femmes. Et puis après, elle me disait, moi j'aimerais bien avoir un partenaire régulier plutôt que de changer. J'ai dit pourquoi pas. Et puis avec tout le temps le même partenaire. Tout ce qu'il demandait, elle le faisait parce qu'elle prenait son pied avec lui, donc elle lui refusait rien. Moi, j'étais en mode candoliste. Et puis là où ça s'est déclaré, c'est quand on est parti en vacances 10 jours. Oui. Comme on pouvait pas faire grand-chose tous les deux, il y avait un club libertin. J'ai dit, viens, on va aller boire un verre dans le club libertin, et puis peut-être qu'on trouvera quelque chose. Peut-être qu'on trouvera rien, c'est pas dramatique, c'est au moins l'ambiance. Et elle a pas voulu, donc ça m'a énervé. J'ai pété un câble. J'ai dit, je comprends pas que tu acceptes tout de ton amant et que de moi tu refuses absolument tout. Et donc elle m'a clairement dit, elle me dit, écoute, moi je veux bien qu'on continue une relation avec un homme, je veux pas d'autres femmes. J'ai dit, et moi, alors sexuellement, j'ai quoi? Elle dit, écoute, tu seras candoliste. Donc moi j'ai refusé. Et j'ai dit, moi je ne veux pas être que candoliste, je veux aussi avoir des relations sexuelles avec une femme, j'en ai besoin, j'ai besoin aussi de sexe. Alors soit avec toi, on peut s'amuser avec des sextoys, on peut se faire des caresses, on peut jouer sur les préliminaires, elle refuse tout. Et je lui ai dit, écoute, si moi je peux pas avoir de rapport avec une femme que toi tu veux pas me satisfaire, dans ce cas-là tu ne verras plus ton amant. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit qu'on arrêtait tout. Il a même fallu que j'aille chez lui pour lui expliquer, lui mettre un peu les points sur les i, les barres sur les t pour arrêter définitivement. Et on a même parlé divorce, puisque j'ai pris rendez-vous chez un avocat pour divorcer. Elle m'a demandé d'annuler le rendez-vous, qu'elle voulait qu'on reste ensemble. Mais elle m'a dit aussi, écoute, puisque c'est comme ça, ok, j'aurai plus de relation avec personne, toi non plus, et je fais une croix sur ma vie sexuelle. D'accord. Dans ce que vous racontez, François, encore une fois, la sexualité, c'est le symptôme, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre couple qui fonctionne plus et elle vous le fait payer en se refusant sexuellement. Alors je simplifie, hein, et dans l'histoire, je pense qu'il y a un vrai bilan qu'il va falloir faire parce que de toute façon, vous n'avez pas envie de continuer dans ces conditions, j'imagine. Là, je regrette même, si vous voulez, d'avoir annulé le rendez-vous chez l'avocat. Je pense qu'il aurait fallu, ça aurait peut-être été difficile, mais plutôt divorcer. Alors je vous cache pas que maintenant j'ai 60 ans, je me dis divorcer à 60 ans, j'ai peur, j'ai quelque part peur de me retrouver tout seul parce que je me dis après tout, à part le sexe, tout le reste va bien, hein, à part le sexe. C'est pas. Alors peut-être que la solution c'est d'aller faire du sexe tout seul en club libertin et puis continuer votre couple, parce que si elle vous a demandé d'annuler le divorce, c'est qu'elle n'a pas non plus envie que vous vous sépariez. Elle m'a proposé, elle me dit si tu veux prendre une maîtresse, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui vous en empêche? Mais bon, comme je lui ai dit, je suppose que si je prends une maîtresse, que toi tu vas vouloir prendre des amants, et ce qui serait logique quelque part, parce qu'elle a besoin de sexe, mais que ça je supporterais pas, parce que moi j'aime bien faire l'amour avec elle, avec d'autres personnes, en sa présence, faire l'amour avec un homme. Oui, mais vous voyez là, vous êtes tous les deux sur des positions qui sont pas compatibles, donc il va falloir trouver quand même quelque chose. Si, je lui ai dit, si c'est ça, autant qu'on se sépare, parce que je ne supporterai pas. En tout cas, j'entends que la sexualité devient un moyen de sanction, un moyen de pression. Il y a aussi, je crois, dans votre récit, quelque chose qui est important, c'est la figure de cet amant qu'elle a vu pendant un certain temps, auquel peut-être elle s'était attachée aussi, puisque finalement, quand la relation s'éteint, il est question de vous sanctionner pour l'en priver. Et on parle justement de sexualité, de relation. Qu'en est-il des sentiments? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'elle vous aime? Vous lui dites que vous l'aimez? Qu'en est-il des sentiments? Qu'en est-il des sentiments? Voilà. Elle m'aime, elle me dit qu'elle m'aime, elle me le dit sans problème. Je pense qu'elle me voit comme le père de ses enfants et son mari, non pas comme un amant. Et les sentiments vis-à-vis de la personne, de son amant, oui, effectivement, elle avait des sentiments. Moi, j'ai surpris des conversations téléphoniques où c'était quand même tous les deux, qu'elle lui disait effectivement qu'elle avait des sentiments pour lui. Et lui, lorsqu'il venait nous voir, c'était toujours avec des cadeaux, des beaux cadeaux, quoi. C'était la bouteille de parfum, 120 €, vous voyez, c'était pas des petits trucs, quoi. Voilà. Ça ne nous surprend pas. Bon, restez avec nous, on va faire une petite pause. François, on se retrouve et on va essayer de voir comment vous pouvez vous sortir de cette situation qui est quand même un peu ennuyeuse, parce qu'on est vraiment dans une lutte de pouvoir où la sexualité, évidemment, est un petit peu l'arme fatale. On se retrouve dans un instant, puis nous accueillerons également notre Sexy News, Flore Chéri, qui nous rejoint.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, psychanalyste, et on voit l'importance des mots et de ce qui ne se dit pas, François. Parce que moi, je crois qu'il y a des tas de choses qui ne se sont pas dites entre vous depuis pas mal de temps. Moi, je vous sens quand même très en colère contre elle. Et ça, c'est jamais très bon. Parce que la colère, c'est un tue-l'amour. Bah, disons que oui, je suis en colère, si vous voulez. Effectivement, je suis en colère. Mais je comprends, attendez. Non, mais je veux dire, je cherche pas non plus à. Je comprends ma colère aussi, si vous voulez, parce que j'ai proposé une thérapie de couple. J'ai proposé une thérapie de couple, elle refuse. Je suis allé voir un psychologue à la fin de la séance. Il m'a dit clairement, écoutez, il faut une thérapie de couple. Voilà. Donc je lui ai proposé. Elle a déjà fait des thérapies de son côté, mais au bout de 3-4 séances, elle arrête. Mais c'était avant. Hein. Quand je lui ai dit, écoute, le psychologue m'a proposé une thérapie de couple, elle m'a répondu, non, ça va être encore de ma faute. Bon, donc quelque part, je me dis, je sais pas ce que les autres lui ont dit, mais il y avait dû y avoir quelque chose. J'ai proposé qu'on s'amuse tous les deux, même s'il n'y a pas de pénétration avec des jouets, tout ça, elle refuse. J'ai proposé plein de choses. Oui. Et quand je lui propose à elle de dire, mais toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu proposes, on peut peut-être trouver une solution. Non, elle reste fermée. Elle dit, non, rien. Brigitte, alors je suis en colère par rapport à ça, parce que si vous voulez, je suis pas parfait. Je suis pas parfait, mais j'essaye d'apporter des solutions, et enfin, j'ai un mur. Voilà. Et le divorce, c'est pas la solution, de toute façon. Mais, en tout cas, vous n'en avez pas envie, ni l'un ni l'autre. J'ai pas envie. Vous l'aimez encore ? Bah, bien sûr, je l'aime. Ah, ça, c'est clair, je l'aime, ma femme. Je suis hyper triste. Tous les soirs, elle s'endort dans mes bras. D'accord. Donc, elle m'aime, il y a de la tendresse, mais il n'y a plus de relation. Parce qu'elle doit se dire, on a essayé 2 fois de refaire l'amour, il faudrait. Désolé, je sens rien. Ouais, mais ça c'est quand même. Quoi qu'on en dise, je sais ce que c'est que la maladie de la Peyronie. Samuel, vous savez ce que c'est, j'imagine. Bon, ça rétrécit un petit peu la longueur du pénis, mais ça ne change rien au diamètre. Donc, je vois pas pourquoi d'un seul coup, elle ressent rien alors qu'elle ressentait avant. Vous voyez, bien sûr. Elle ressent peut-être moins parce que aussi dans les amants qu'elle prenait, elle avait besoin d'hommes. Elle avait besoin d'hommes qui étaient particulièrement bien montés, comme on dit. C'est ça. Enfin, elle prenait que des hommes de couleur, quoi. Voilà, c'était. D'accord. Leur réputation n'est pas fausse, et c'est vrai que c'était des hommes. Je rentrais dans le détail, mais c'était quand même certes assez gros, donc la grosseur joue, et sur la longueur aussi. Voilà, quoi. D'accord, mais je sais pas, elle jouait aussi avec des caresses. Est-ce qu'elle est uniquement vaginale ? Elle est très peu préliminaire et caresses, parce que pour les caresses, elle avait subi lorsqu'elle était enfant des attouchements. C'est même pour ça qu'elle a fait des séances de thérapie par la suite, parce que la personne est passée au tribunal, mais au moins 30 ans après. Donc voilà, donc c'était pas si vieux que ça. Et donc tout ce qui est caresses préliminaires, même avec ses amants, elle est pas très caresse et préliminaire. Elle aime bien passer à l'acte assez rapidement. D'accord. Si après on veut faire un cunnilingus, oui, dans l'acte, comme elle est excitée, là, après on peut faire ce qu'on veut. Là, ça passe si vous voulez. Mais commencer par les préliminaires, c'est plutôt la fin, les préliminaires. Vous voyez, ça serait plutôt ça. Voilà. Oui, parce que ça lui rappelle son traumatisme, évidemment. Oui, voilà. Oui, donc là, on peut comprendre un peu mieux ce qu'elle ressent. Maintenant, on voit bien derrière tout ça que c'est quelque part encore des blessures qui n'ont pas été vraiment dépassées. Et oui, il y a quelque chose de l'ordre du prétexte, quelque chose de l'ordre de la résistance. Et d'ailleurs, vous le dites très bien, François, que finalement, vous avez proposé beaucoup de choses pour essayer de réérotiser votre relation, que vous avez été flexible, ouvert au dialogue. Et pourtant, ça ne prend pas, le dialogue ne se fait pas, dialogue des corps, dialogue des cœurs, ça ne passe pas, ça n'avance pas. Et on a l'impression que depuis 4 ans, quelque chose est bloqué, quelque chose est entravé. Peut-être que ça mériterait à un moment donné de parler de cœur à cœur justement et d'essayer de revenir à ce temps-là et de lui demander ce qu'elle ressent aujourd'hui par rapport à cet ancien amant qui a disparu de sa vie, si elle vous en veut toujours, comment est-ce qu'on peut envisager la suite. Mais il faut revenir à ce temps du dialogue manqué, du dialogue brisé, je pense. Et il faut que vous parliez vraiment vous de ce que vous ressentez. Il faut lui dire que vous êtes en colère, la colère c'est souvent parce qu'on a eu un sentiment d'injustice, de trahison. Vous avez finalement quand même souffert parce qu'elle a aimé un autre homme et elle avait un amant alors qu'elle se refusait à vous. Donc tout ça, vous pouvez lui dire. Et si vous n'arrivez pas à faire la paix par rapport à ce qui s'est passé, et si vous n'arrivez pas à retrouver une intimité qui corresponde, je pense que votre couple est en danger.
Oui. D'ailleurs, c'est des discours que j'ai tenus avec elle en essayant de parler sans s'énerver, quoi, hein, de dire moi j'ai besoin, qu'est-ce que voilà. Son ancien amant, c'est un peu par hasard, on était en vacances il y a de cela 3 mois. Son téléphone a sonné, c'était lui. Elle était même étonnée parce que elle avait effacé son numéro et tout, donc elle savait pas qui l'appelait quand elle a décroché. Et j'entendais un peu conversation. Il dit j'ai plus de nouvelles de toi depuis 3 ans et elle a répondu non, de toute façon moi j'ai tourné la page, on a arrêté tout ce qui est libertinage, donc effectivement c'est fini et voilà. C'est tout. Donc il a dit je comprends, il a raccroché. Donc elle a même pas essayé. Elle aurait pu des fois, ça va être contente de l'avoir au téléphone, quoi, de discuter. Non, mais je pense, François, je pense que votre femme, elle s'est un petit peu enfermée dans une sorte de vie plus où on met de côté tout ce qui était pourtant fun, etc. Mais quelque part, ça, à plus ou moins long terme, ça va lui faire du mal, quoi. Oui, parce que l'horloge tourne. L'horloge tourne. Elle a 59 ans. Je pense que jusqu'à facilement 70 ans, des fois plus maintenant, avoir une sexualité épanouie et me dire arrêter une sexualité à 59 ans, c'est complètement idiot, même à 55 même. Hein, non, mais ce qu'il faudrait qu'elle comprenne, mais c'est pas vous qui pouvez tellement lui dire, il faut qu'elle comprenne que en gardant comme ça une sorte de fermeture qui en apparence fait qu'on va bien, il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur qui vont lui faire du mal et je pense qu'elle risque d'avoir ensuite peut-être des problèmes de santé, un mal-être. Enfin, il faudrait percer l'abcès. Alors moi je pense que vous pouvez quand même, si elle vous aime, par amour pour vous, et aller faire tous les deux une thérapie, rencontrer quelqu'un. Dites-lui que vous souffrez, ne dites-lui pas que vous avez besoin de sexe. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, Brigitte. Attention à ne pas lui mettre la pression parce que ça va évidemment aggraver la situation. C'est-à-dire que parfois, à trop chercher des solutions par soi-même et des solutions concrètes, matérielles, objectives, eh bien, on empêche l'éclosion de la parole, l'éclosion du désir de l'autre. Et ça va renforcer la résistance face à vous. Donc je rejoins Brigitte sur ce point. Merci en tout cas François, merci de votre témoignage. On voit l'importance des mots et c'est pas Flore Chéri qui va nous dire le contraire. Bonjour Flore. Oui, bonjour Brigitte, vous avez raison. Il est question aujourd'hui de savoir en quoi la parole est essentielle et à quel point les mots peuvent faire la différence, surtout pour parler de l'intime. Et je viens sur votre plateau avec cette question. Avons-nous assez de mots pour parler de sexe? Alors pour ma part, comme vous le savez Brigitte, j'aime beaucoup la littérature érotique, j'en écris et évidemment comme tous les auteurs, les autrices, je manque cruellement de mots pour qualifier la chose. J'utilise alternativement les termes queue et bite pour parler du pénis, chatte pour parler du sexe féminin, j'évite moule parce qu'on n'est pas en Bretagne, schneck parce qu'on n'est pas en Alsace, abricot parce qu'on n'est pas dans le Roussillon et foufoune parce que merde on n'a plus 4 ans. Bref, il ne me reste pas beaucoup de matière pour expliquer comment papa rentre dans maman. Avec des terminologies qui sont ni trop techniques, ni trop anatomiques, ni trop métaphoriques, mais quand même qui donnent la trique. Camille Montcarnel, influenceuse à l'origine du compte Instagram Je m'emballe clito, constate aussi qu'entre ce qu'on vit au lit et les mots qui sont à notre portée pour le décrire, il y a des lacunes. Elle vient de sortir Les mots du cul. Oh, il est sorti déjà il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Oui. Voilà, mais comme c'était dans la thématique, je me suis dit c'était le bon moment pour en parler. C'est un livre qui est intéressant sur le sujet. Oui, vous avez raison. Exactement, aux éditions Le Robert, une sorte de dictionnaire composé de petites expressions amusantes, de punchlines qui captent les moments qui font le sel de nos intimités, comme le post-orgasme glow, c'est-à-dire le fait de se sentir super beau après l'orgasme, une peine de bite, c'est comme une peine de cœur, sauf que ce qui nous manque le plus chez son ex, c'est son sexe, ou encore la marche des canards, c'est le moment où il y a une éjaculation interne et que l'on va aux toilettes sans en renverser sur le sol. C'est un livre assez amusant que je recommanderais en réalité aux parents d'adolescents qui veulent communiquer avec leur progéniture. On y trouve dedans toutes les billes pour comprendre les nouveaux rapports amoureux, comme les nudes, le revenge porn, les dick pics, sextoter, l'expression Netflix and chill, qui veut dire allumer Netflix et faire l'amour sous les draps, qui est très employée par la génération. Ça veut plus dire ça maintenant, hein.
Ça veut Ah plus- bon non, ça Oh, je vous le dis. Maintenant, alors, ça veut dites-moi. vraiment dire faire un plan chems, c'est-à-dire prendre des drogues. Ah, ça, c'est pas bien. C'est le Chemsex, le c'est chemsex. ça. L'expression ne veut plus du tout dire ça aujourd'hui. Oui. Ok, bon alors Elle a peut-être changé, été il faut dévoyée. réactualiser. Il faut réactualiser. Ah oui. Mais en tout cas, à l'époque, ça voulait Prudence dire ça. sur cette expression. Prudence sur cette expression. Bah, très bien, merci pour cette précision. Bref, c'est un moyen en tout cas, ce livre, ce dictionnaire, de reconnecter entre des générations qui se rencontraient à l'époque à la guinguette du village, quand aujourd'hui on swipe à droite pour s'aimer. Comme Camille, je considère que la langue est en mouvement dans nos bouches, bien sûr, comme dans nos vies, et que toute tentative de créativité littéraire mérite au moins qu'on l'écoute. Oui, mais c'est drôle parce que moi j'ai beaucoup de dictionnaires, de synonymes, justement de verges. Et c'est ce que j'ai toujours trouvé incroyable. Alors est-ce que ça va évoluer? Je ne sais pas, je suis pas sûre. Il y a beaucoup plus de synonymes pour le sexe masculin que pour le sexe féminin. Hein. C'est ce qui est tout à fait vrai, oui. C'est même impressionnant. Hein. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que le sexe féminin, c'est compliqué parce que... Et il est en deux parties. Il y a vulve et vagin. On n'arrive pas à se le représenter comme un tout. Il y a pas, parce que, bon, vous avez raison, la chatte, c'est peut-être le mot qui correspond le mieux pour tout ce qui concerne le sexe féminin. Mais sinon, oui, on a le clitoris, on a la vulve, le vagin. Enfin, Alors vous, c'est assez simple, quoi. Il y a le pénis et les couilles, quoi. Oui, je sais pas, je pensais pas à ça. Je pensais à cette belle formule de Julia Kristeva qui disait que l'amour ne peut se dire qu'en métaphore. Et je me dis que là où on manque de lexique, là où on manque de vocabulaire, parfois il faut pas hésiter à puiser dans nos images pour pouvoir rendre justement communicable quelque chose du corps. Après, bien sûr, il y a quelque chose qui résiste tout le temps. Lacan disait il n'y a pas de rapport sexuel parce que, et cette émission l'enseigne, finalement, peut-être que l'amour, ça se fait plus que ça ne se dit. Oui, mais enfin, c'est quand même... s'il faut bien pouvoir en parler, nous sommes d'accord. Et puis, il faut la penser aussi, la sexualité. Bah justement, le langage, c'est le reflet de la pensée avant tout, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Et donc, si on n'a pas les Bien mots sûr. pour le dire, alors oui, on va la vivre, la sexualité, mais on ne va plus la penser. On va la faire de façon peut-être inconsciente et parfois remettre de la conscience dans la sexualité. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Bien sûr. Mais est-ce qu'il suffit, encore une fois, de dire abricot, voilà, ou je ne sais quoi encore non, pour pouvoir le nommer? justement, j'en rigole parce qu'il n'y a pas assez de mots et donc les mots qu'on a à notre portée, surtout quand on écrit, sont pas du tout utilisés, donc pas adaptés à de l'écriture érotique. Mais il y a des modes aussi, parce que par exemple, moi je pense à la fameuse chanson Le Zizi, qui a été un tube énorme. J'ai l'impression que c'est un terme qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Oui, sauf quand on parle à un petit enfant de 5 ans. Mais sinon, oui, zizi n'est pas du tout un terme érotique, en tout cas. Les mots évoluent aussi. Et puis c'est pour ça, il ne faut pas oublier que la parole n'est que le support acoustique du langage au final. Et que, encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir forcément, et peut-être que là je ne veux pas dissuader les parents d'ados d'entrer en communication avec eux sans forcément avoir lu cet ouvrage qui a l'air très bien par ailleurs. Mais on peut toujours trouver une manière d'entrer en lien et de nommer les choses sans connaître toutes les expressions contemporaines. Je veux dire, l'amour, on le fait depuis l'aube de l'humanité, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça me semble important de le rappeler. Mais en tout cas, ce qu'on peut conseiller, puisque vous avez organisé ce salon érotique dimanche dernier, ce qu'on peut conseiller, c'est... De la littérature érotique, je précise, parce que oui. avec que des livres. Oui, bien sûr, mais c'est de lire un peu pour justement enrichir son imaginaire et son vocabulaire. Mais en revanche, on sait à quel point, enfin moi je le sais peut-être plus encore que les autres, on sait à quel point les couples ne savent pas parler entre eux de sexualité. Absolument. Alors est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les mots? Est-ce que c'est parce qu'ils sont prudes? Je sais pas. Et même le problème, c'est que quand on a les mots, mais je pense juste à bite ou que, en fait, on ne les dit tellement pas assez dans son quotidien que tout d'un coup, sortir ce mot-là de but en blanc fait très bizarre. Même si on le connaît, si on ne l'utilise pas assez, finalement, on a peur de l'employer. Et puis, on a notre subjectivité. Par exemple, moi, le mot bite, c'est un mot que je n'utilise jamais. Je le trouve vulgaire. Non, moi aussi, moi je non le trouve plus. vulgaire. Je l'écris et je ne le dis jamais. Alors que j'utilise pénis comme j'aurais pu dire fleur ou flore. Mais c'est marrant, on a des mots qui sont difficiles. Et je raconte souvent cette anecdote. Quand j'ai commencé l'émission en 2001, donc ça fait un peu plus de 20 ans, eh bien, lorsqu'on parlait de cunilingus, les femmes accrochaient le mot.
Ah oui. Et c'était drôle parce que elles n'arrivaient pas à le dire. Alors peut-être que ce mot spécifiquement, comme il y a aussi cunnilingus qui existe aussi, peut-être qu'on a tendance à l'accrocher parce que les deux en tout cas, elle disait quand il me fait un cunil, et j'étais obligée de le dire. Je lui disais, dites cuni, ça ira très bien, on comprendra tous. Et c'est drôle comment aussi les femmes se sont quand même bien libérées dans leur vocabulaire, je trouve. Ça, c'est plutôt bon signe. Malgré tout. Absolument, et encore une fois, je pense que c'est ce que je disais un peu en préambule, c'est que le corps nous confronte toujours à notre propre étrangeté. Après tout, quels sont ces signaux que nous envoie notre organisme ? C'est le premier autre. Après tout, le corps, le premier autre avec lequel on doit composer, et pouvoir le penser, au-delà du fait de développer son vocabulaire, et voilà, je ne veux pas donner l'impression d'être trop critique, c'est déjà pouvoir percevoir, capter ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, ce que l'on a véritablement dans la chair, et d'essayer d'en faire une première transcription dans le langage, et pas forcément, encore une fois, cette espèce de course très générationnelle à un vocabulaire. Peut-être qu'on peut conseiller, parce qu'on sait à quel point la manière dont l'enfant, tout petit, vraiment tout bébé, va appréhender son corps par le toucher de ses parents. Donc on pourrait conseiller peut-être aux parents là qui nous écoutent, si vous avez des bébés, vous les touchez tout en leur parlant. Absolument. Et ça pourrait peut-être aider à la libération sexuelle quand ils seront dans 20 ans. C'est exactement ce que disait Dolto. Elle disait qu'il faut joindre le toucher au langage et faire évoluer l'enfant dans un bain de gestes et de mots. Donc je pense que là vous êtes très Dolto. Et ben voilà, sans le savoir, je fais du Dolto sans le savoir. Merci Flore Chéri en tout cas, et je rappelle qu'on peut bien sûr vous retrouver sur le site mysuitefantasy.com et également sur union.fr. Allez, on fait une petite pause et on va revenir avec les mots justement plus que jamais aujourd'hui avec Samuel Doc qui est avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, psychanalyste, auteur de L'Enfant, thérapeute aux éditions Plomb, mais également sur ce livre Les chemins de la thérapie qui était sorti chez Flammarion et qui est peut-être un peu plus le fil rouge de l'émission d'aujourd'hui, où vous expliquez justement à quoi ça sert une thérapie. Ça sert à aller dans son chemin intérieur. Voilà. Afida, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Afida. Merci d'être avec nous. Alors vous savez être dans votre ressenti, je crois. Hein ? Oui, moi depuis toute petite, je me suis toujours bien exprimée. J'ai toujours dit ce que je pensais. Et j'ai toujours du mal avec ceux qui ne le disent pas. Alors avec le temps et en prenant de l'âge, j'ai appris simplement à accepter. Mais il y a quand même une petite part de frustration en moi parce que j'aime bien exprimer mes sentiments, j'aime bien dire ce que je ressens, j'aime bien dire tout en fait. J'aime pas qu'il y ait des non-dits, des tabous, des choses comme ça. Je n'aime pas ça. Mais finalement dans tous les domaines en plus. Ah. Oui, alors ça c'est intéressant parce que vous voyez, vous êtes dans ce qu'on appelle souvent la projection de soi sur les autres. Hein. C'est-à-dire que comme vous savez tout dire, vous savez, enfin en tout cas peut-être pas tout, mais vous savez exprimer très facilement votre ressenti. Vous aimez bien qu'en face ce soit pareil, sauf que les autres ne sont pas comme nous. Et oui. Et oui, vous l'avez remarqué. Je pense que la maturité c'est de savoir l'accepter aussi. Et j'apprends. Oui, vous avez raison. La maturité, c'est aussi d'accepter que l'autre ne soit pas comme nous. On est d'accord. Et quand vous pensez à ces tabous, Anilda, vous pensez à quel genre de tabou ? Parfois, je vois autour de moi des gens dans leur couple sexuellement, ils n'osent pas dire les choses, alors que pour moi, c'est essentiel de dire à son partenaire ce qu'on aime, ce qu'on aime qu'il nous fasse. Très juste, très juste. Parce que sinon, on se retrouve dans un schéma de silence. Exact. Qu'on ne parle pas de certaines choses parce que c'est compliqué dans le passé de l'autre ou des choses comme ça, de la vie, on va dire, d'une manière générale. Pourquoi pas ? Mais sexuellement, si on ne dit pas à son partenaire, ma foi, on reste frustré et on n'arrive pas à le dire parce que peut-être qu'on est pudique un peu trop et en soi, on est malheureux. C'est très juste. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et lorsque vous parlez des traumas de l'autre, d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, et ça rejoint un petit peu ce que disait Brigitte en introduction de cette émission, c'est que vous savez, parfois, il y a du temps. Parfois, c'est pas le bon moment pour dire, mais ça le sera un petit peu plus tard. On grandit sans cesse avec notre langage, avec notre parole. Et parfois, les patients me disent, mais pourquoi est-ce que je devrais dire ça à mon partenaire ou à un tel ? De toute façon, il ne peut pas l'entendre. C'est vrai, il ne peut pas l'entendre pour le moment. Mais peut-être, et je me souviens, Brigitte, vous aviez dit la même chose dans une émission précédente, peut-être que les événements le conduiront par la suite à repenser à ce que vous aviez dit.
Vous voyez ? Exactement. C'est une question de temporalité, le langage. Complètement. Ah oui, complètement. Et même des fois dans la famille, il y a des choses qu'on disait peut-être jeune à sa maman ou à son papa et qu'il n'arrivait peut-être pas à entendre. Mais je trouve qu'avec l'âge, il y a beaucoup de choses qui se font. Moi-même, j'en suis l'exemple. Je trouve qu'il y a quelques années, peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels je voulais peut-être pas aller. Mais aujourd'hui, j'ai de la facilité à aborder ces sujets et surtout, j'arrive à les entendre. Et forcément, quand on arrive à entendre un sujet, une discussion, peu importe, vraiment peu importe le domaine, je trouve qu'on se sent déjà un peu plus libre, plus libre et on se sent limite léger finalement de parler de tout. Ça veut peut-être dire aussi que vous êtes prête à accepter l'altérité. Peut-être que vous êtes prête à entendre des choses qui ne vous feront pas plaisir. Peut-être que vous êtes prête à ça aujourd'hui, que vous avez cette maturité. Je suis complètement prête et d'ailleurs je le dis à mon mari, je lui dis tout le temps, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je préfère que tu me le dises et rapidement, plutôt que tu laisses ça mûrir en toi et peut-être après quand ça sort, finalement c'est sorti de contexte, finalement le temps il est passé donc je ne le vois pas et je ne le perçois pas pareil. Mais quand je fais quelque chose qui ne va pas, il faut me le dire de suite, comme moi je le fais. Moi je suis peut-être dans l'exagération, c'est-à-dire que moi je fais remarquer à tout le monde les choses et je le fais de suite. J'ai de la répartie. Oui, mais vous avez raison, sauf qu'il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on leur dise les choses et donc vous risquez de vous fâcher avec des personnes. Mais bon, en même temps, se fâcher avec des personnes qui ne supportent pas qu'on leur dise les choses, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et ce qu'il y a certainement, c'est que votre capacité à parler fait que sans doute vous avez une capacité à entendre. Oui, franchement, oui, complètement. Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, parfois, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à entendre, mais il faut les entendre. Mais oui, surtout que, enfin, je veux dire, à part certaines personnes qui font exprès de nous dire des choses désagréables, mais dans l'absolu, quand on aime quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, si on lui dit quelque chose, c'est pour l'aider à évoluer, à se connaître. C'est pas pour lui faire du mal, bien sûr. On peut le dire avec de la bienveillance, on peut le dire d'un ton sympa. Écoute, là, j'ai pas vraiment apprécié ce que tu as dit. J'ai trouvé que c'était un peu blessant pour moi. Est-ce que tu t'en rends compte, toi ? Finalement, moi, je fais comme ça avec mes enfants, même avec mes enfants dans la communication. Je leur... Mais je crois que quand quelqu'un nous dit quelque chose, par exemple, Samuel Doc, si je vous dis quelque chose, il me semble que vous êtes un peu, je ne sais quoi, j'ai pas de spécialement quelque chose à vous dire. De toute façon, vous allez l'entendre, vous allez y réfléchir, et si vous ne comprenez pas, vous allez dire mais pourquoi tu me dis ça, et ça va vous permettre d'avancer sur vous-même, et je crois que c'est ça aussi la communication avec les autres. Exactement, c'est une musique qui se joue à deux et qui implique effectivement nous on emploie un terme un peu technique, on parle d'apprentissage vicariant, ça veut dire qu'un pas de l'autre, hop, engendre un pas de l'autre, et ainsi de suite, on peut progresser comme ça. Mais ce qu'il faut bien se dire, Rachida, c'est que de toute façon, le langage... Moi, c'est Afida. Afida. Oh là 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 là, alors attendez, je le note. Toutes mes excuses, en plus c'est un beau prénom, désolé. Enfin vraiment, alors là, j'aurais fait la bourde du jour. C'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Voilà, bref. En tout cas, on voit qu'elle est ouverte au moins, Afida. C'est ce que je vois. Donc on a nos lacunes finalement, mais on n'a que ça. On n'a que le langage pour sortir de nous. Comment faire malgré ce vaisseau insuffisant, parce que les mots ne suffisent jamais, on l'a bien vu avec la chroniqueuse qui était là tout à l'heure, on essaye, on fait ce qu'on peut pour tisser une toile avec ces petits bouts de rien qu'on nomme les mots, mais on n'a que ça. On n'a rien d'autre, et c'est pour ça que vous faites ce pari sur l'autre, et c'est pour ça d'ailleurs que cette émission existe, c'est parce que le langage, ça peut sauver, c'est pas parfait, les mots ne suffisent pas toujours, mais on n'a que ça. Je suis tout à fait d'accord. Et alors, est-ce que votre mari, à votre contact, il évolue, il arrive à mieux parler parce que c'est... Alors, le seul sujet sur lequel on parle ouvertement et vraiment sans tabou et sans gêne et sans aucune pudeur, c'est vraiment le sexe. On arrive à en parler, on arrive même à débriefer après, à dire est-ce que tu as préféré ça, est-ce que tu n'as pas préféré ça, tu préférais que je fasse comment. Là-dessus, on a toujours été très ouverts. Après, la communication dans un couple, moi je dirais qu'elle n'est pas tout le temps fluide, surtout quand on a des choses à reprocher à l'autre et que la personne forcément ne les entend pas. Donc moi, mon mari, avec lui, la communication, j'ai appris en fait finalement à aborder les sujets, mais
peut-être pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments propices à la discussion. Oui, bien sûr. Mais cela dit, souvent lorsqu'on a des reproches à faire à l'autre, c'est parce qu'il nous a blessés, mais il n'a pas fait exprès de nous blesser, c'est parce que ça touche sans doute nos blessures. Mais bon, ce serait tout un autre sujet. Merci en tout cas, Afida. Merci beaucoup. Et je vous propose la devinette du jour avant de laisser la place aux infos. J'aime beaucoup, et elle est assez actuelle, cette devinette. Quelle est la définition exacte d'une presqu'île? La réponse est après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, vous êtes psychanalyste et vous travaillez beaucoup évidemment avec les mots, les mots de vos patients. Aujourd'hui, on parle des mots pour le dire. Je crois que c'était le titre d'un livre d'ailleurs. Exactement. Il me semble, un très joli livre. Cardinal, oui, tout à fait. Oui, justement. Et on va donner la parole à Catherine dans un instant, mais d'abord je voudrais la réponse à ma devinette. Je vous dis, elle est très actuelle, on parle beaucoup du genre aujourd'hui, donc quelle est la définition exacte d'une presqu'île? Je sens que j'ai raté, je pense à une péninsule, et je crois malheureusement que je vais faire un nouveau flop dans votre émission. Oui, parce qu'une presque île, c'est un garçon manqué. Elle est jolie, hein? Elle est jolie, elle est douce. Oui, j'aime beaucoup. Elle est assez gentille. Toujours pas trouvé. Mais c'est pas grave, vous reviendrez. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Catherine. Je suis ravie d'être avec vous. Ça fait plaisir. Je suis une grande fan. De Samuel ou de l'émission? De votre émission et voilà. Et de mes invités. Et oui, bien sûr. Absolument. Alors, vous avez un peu de mal, vous, à parler de vos ressentis, je crois. Complètement. Donc, c'est des ressentis. Et puis, du coup, je repensais. Moi, je pense que dès le départ, donc mes parents sont étrangers. Leur langue naturelle, c'était pas le français, mais ils ont toujours tenu à nous parler que français. Donc, quand j'y repense, je me dis, on s'exprime pas de la même façon dans sa langue naturelle et dans une langue qui n'est pas. Et est-ce qu'ils parlaient de leur langue devant vous? Alors, entre eux, oui. Oui. Mais vraiment, ma mère tenait à ses enfants, pour pas qu'à l'école, on se mélange. Elle nous parlait que français, alors qu'elle ne maîtrisait pas forcément le français. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'émotions dans le langage. Et ça a réduit évidemment des mots qui pouvaient être des mots plus touchants, enfin qui sont plus des mots du cœur. Donc c'était assez factuel finalement le langage entre elle et vous, c'est ça. Et puis assez basique en fait, puisque ils sont arrivés en France à l'âge adulte, etc. Donc ils n'avaient pas forcément tout le vocabulaire. Mais en même temps, elle a fait ça pour votre bien. Ça, je crois que vous l'avez bien compris. Oui, complètement. Mais je trouve ça quand même toujours bizarre. Je me dis toujours, moi, si demain j'allais vivre en Allemagne, est-ce que je parlerais calmement à mes enfants? Enfin, je trouve ça bizarre de ne plus parler sa langue naturelle. Vous avez ressenti ça comme une distance, il me semble. Peut-être, peut-être. Et est-ce que parfois, quand vous exprimiez, vous, donc en français, à votre maman, est-ce qu'elle ne comprenait pas ce que vous disiez? Du coup, on n'avait pas trop de sujets, on s'exprimait pas beaucoup. Vous voyez, je ne me souviens pas d'avoir de conversations touchantes où on avait l'occasion d'exprimer, quoi. Donc vous avez compris pourquoi vous avez du mal à exprimer vos ressentis. Oui. Voilà, donc après on porte ce bagage. Et paradoxalement, par ailleurs, j'étais aussi une enfant très boudeuse et très pleureuse. Voilà, je me souviens que je pleurais beaucoup et que je boudais beaucoup, mais qu'on me laissait là-dedans. Et j'ai souvenir de, je pense, avoir pleuré mais des heures et boudé, mais moi ça me paraît une éternité maintenant quand j'y repense. Et je me dis, jamais ils sont revenus en me disant, mais pourquoi Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qui va pas Voilà. Oui, c'est très fort ce que vous décrivez, et ça me fait penser à une patiente que j'accompagne qui a vécu très exactement la même chose que vous, des pleurs, des chagrins qui n'étaient pas reçus, qui n'étaient pas bordés. Et justement, Catherine, j'allais vous poser la question. Vous avez parlé du langage par les mots et par la langue, et je suis très heureux que vous le fassiez parce que c'est important. Mais qu'en était-il du langage du corps? Est-ce que votre mère vous prenait dans les bras? Est-ce qu'elle vous caressait les cheveux, vous embrassait? Est-ce qu'il y avait cette
cette Chaleur, communication tactile, cette chaleur. Merci Brigitte. Non, Voilà. non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça non plus. Elle s'exprimait, je dirais, en étant là, parce qu'elle travaillait pas, donc elle était présente. Et puis peut-être par la nourriture. Voilà, elle faisait en sorte de toujours nous faire des choses qu'on aimait, de faire des petits plats, voilà. Oui, Mais parce que c'était vraiment- oui. Ouais. L'oralité, le plaisir de bouche, je veux dire, c'est le sein, c'est les baisers, les mots, la nourriture, mais parfois ça ne suffit pas malheureusement. Ouais. Et vous aviez des frères et sœurs? Alors j'ai, une sœur aînée. Et est-ce qu'avec elle, vous pouviez échanger un peu, quand même, ou pas? J'ai pas souvenir non plus. D'accord. Voilà. Et je dirais voilà, donc moi aujourd'hui à l'âge adulte, j'ai 52 ans et c'est toujours compliqué. Mais on entend cette souffrance quand vous avez parlé de votre sœur, par exemple, on l'entend. C'est quelque chose qui reste comme ça encore très, très blessé. Hein. Absolument. Et j'ai cité Kristeva tout à l'heure, et elle disait aussi, on se sent étranger à soi-même dans ce genre de situation. Et j'entends vraiment cet état d'étrangeté à vous-même quand je vous écoute, Catherine. Vous le sentez aussi ? Oui, mais c'est surtout que moi, quand je rencontre des gens, je cherche tout le temps une connexion très forte. Bien sûr. Enfin, voilà, donc Oui. j'ai besoin d'être reliée, Voilà. mais comme je n'arrive pas à exprimer les émotions, etc. Oui, mais vous voyez, c'est intéressant parce que là, vous dites bien quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez besoin de réparer et d'être relié plus que enfant vous n'avez pu l'être, mais en même temps vous restez bloqué parce que vous n'avez pas pu apprendre grâce à votre mère justement cet échange de mots et cette ouverture de cœur à cœur. Hein. C'est très juste ce que vous dit Brigitte, et j'ajoute en complément que les émotions, on les entend quand on vous écoute, Catherine, elles sont là. D'accord. Vous éprouvez des émotions, elles sont là. Oui. En tout Elles cas, sont dures à nommer, et peut-être, voilà, là je vais surprendre Brigitte. Voilà, je vais pas aller du côté de la psychanalyse, ça va surprendre Brigitte, mais plutôt du côté de la pleine conscience. Vous savez, dans ces cas-là, il y a des exercices de pleine conscience. Il s'agit de créer un cadre agréable, chaleureux, et de prendre le temps de s'interroger. Quelle image, quel mot je mettrai derrière ce qui se joue dans mon corps. Et plutôt que d'essayer de repousser ces émotions, de leur faire de la place. Et ça marche vraiment très bien. Ça, pour le coup, ce sont plus les thérapeutes cognitivo-comportementalistes qui le font, mais moi, je suis pas du tout en guerre contre eux, absolument pas. Et ça pourrait être utile, vous voyez, de revenir à cette transcription de ce que vous avez dans le corps par l'esprit. Moi, ça s'est soldé par une spondylarthrite, en fait, du coup. Ah, ben voilà. Bah oui, Voilà. les mots du corps, bien sûr. Absolument. Bah, c'est votre sensibilité qui n'arrive pas à s'exprimer et que pourtant moi j'entends. Hein. Et je suis sûre que beaucoup de gens l'entendent, mais que malheureusement, vous savez, il y a beaucoup de gens qui l'entendent, mais qui ne l'aperçoivent pas vraiment. C'est-à-dire que il y a quelque chose chez eux qui l'entendent, mais ils l'entendent pas comme nous, parce que nous, on a quand même un peu on a bien deux oreilles, quoi. Samuel et moi. Et donc c'est à vous, je crois déjà, de vous entendre, quoi. J'ai envie de dire. S'entendre dans tous les sens du terme. S'entendre avec les autres, s'écouter soi-même, entendre ce qu'on a à nous dire. Là, pour le coup, c'est pertinent, oui. Oui, mais du coup, souvent, quand j'essaye de dire les choses, alors du coup, je me fais peur moi-même. Ça bloque, oui. Non, mais je peux être très virulente, quoi. Pas méchante, quoi, mais vous voyez, très... Un peu en colère sur les bords. Je sais pas. Alors, vous savez, je vais vous expliquer pourquoi, Catherine. Quand vous étiez petite, vous auriez été très en colère par votre mère, sauf que vous étiez une petite fille, donc vous boudiez. Et bouder, c'est d'une agressivité passive. Et votre bouderie, c'était une manière d'être en colère contre maman. Ouais. Et c'est ça qu'il faut que vous acceptiez de comprendre. C'est-à-dire que quand vous êtes virulente, c'est la petite fille qui est en colère contre maman. C'est très très vrai. La colère est une des premières émotions qui surgit dans la psyché humaine. C'est une émotion fondamentale et qui apparaît quand l'enfant n'a pas les mots, en fait, pour dire ce qu'il ressent. La colère, apparaît là où il n'y a pas de langage possible.
Vous voyez ? D'accord. Et Oui, ça, oui. c'est important. Enfant, ça vient du latin infans, celui qui ne parle pas. Celui qui ne parle pas, il se met en colère, il fait des jérémiades, il crie. On trouve toujours un moyen d'exprimer ses émotions et c'est comment sortir de Et cette colère. c'est intéressant parce que vous avez beaucoup pleuré, donc vous étiez triste, très triste, vous pleuriez, vous montriez votre tristesse par vos larmes, et comme elle ne voulait pas ou ne pouvait pas, hein, parce que la pauvre, elle a fait certainement ce qu'elle a pu. C'est pas une mauvaise mère, c'est une mère qui malheureusement n'avait pas le langage de la mère. Ouais. Et comme elle ne venait pas vers vous, vous étiez en colère, et à ce moment-là, vous boudiez. Ouais. Vous comprenez ce qui s'est passé dans votre enfance. Et c'est ce que vous répétez aujourd'hui finalement. Sauf que vous pleurez intérieurement parce que vous êtes adulte, donc vous avez appris à ne pas pleurer. Vous pleurez intérieurement et puis comme on ne vient pas vous consoler, vous êtes virulente. Ouais. Eh oui. D'accord. Surtout que ça vous confronte à un grand désarroi. Parce que moi, je rejoins totalement l'analyse de Brigitte, je la partage. Quand vous étiez petite et que vous aviez ces affects tellement forts qui surgissaient et qu'ils n'étaient pas bordés, contenus, soutenus, sécurisés, mais ça devait vous mettre très mal. Et seul l'épuisement pouvait vous apaiser, et c'est quelque chose d'une grande violence. Ça me fait penser à une patiente que j'accompagnais, et un psychiatre avait conseillé aux parents de laisser pleurer l'enfant jusqu'à ce qu'il s'épuise par lui-même, plutôt que de le prendre dans les bras et de le contenir. Et c'est une grande violence. C'est une grande violence. Bon, alors peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez vous mettre un peu en colère, crier, faire des choses qui vont vous permettre d'être virulente vis-à-vis de votre mère de manière très symbolique, vous voyez. Ouais. Et peut-être je sais pas dans quelle mesure votre corps est abîmé, mais Non, ça va. Ça va. Oui. Peut-être faire un peu d'arts martiaux ou de quelque chose qui va vous permettre d'être agressif dans la sublimation de l'agressivité et de la colère, vous voyez. D'accord. Pour faire sortir, il faut je pensais faire de la danse. Oui, de l'art-thérapie, etc. Non, ça peut la aussi danse, être bon. je Non crois pas. Je crois Moi, pas. je pense aussi à la danse. J'aurais tendance quand même D'accord. à penser que cette colère qui n'est jamais sortie, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle se libère. Et si vous arrivez à libérer cette colère, je pense que vous serez moins virulente avec les autres et donc vous pourrez exprimer vos ressentis. Parce que je crois quand même, dans la manière dont vous échangez avec moi, je pense pas que vous êtes une handicapée de la communication de vos émotions. Je pense que c'est juste parce que votre enfant intérieur est encore trop blessé et il faut le réparer. D'accord. Bon, je suis pas très arts martiaux comme ça, mais non, mais je dis ça ou peut. un sport dans lequel pourquoi pas de la boxe, pourquoi pas une marche rapide, du plaisir. En tout cas, il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut pas vous forcer. Non, il faut bien pas. Sûr, faut pas vous forcer. Tout doit toujours se faire dans le plaisir pour se réparer, bien sûr. Mais voyez, faites quelque chose qui vous permet sortir cette virulence qui ne sort pas. D'accord. Là, vous avez fait le premier pas, en tout cas. Vous avez dit vos difficultés à dire. Donc, vous pouvez être fier de vous déjà d'avoir réussi à faire ça. En plus, à l'antenne d'une radio, vous avez bien du mérite. Je pensais qu'on était tous les trois. Mais nous sommes que tous les trois, Catherine. Nous avons. Mais en tout cas, on vous a accueillis et on a parlé la même langue. C'est ça l'essentiel. Absolument, c'est magnifique. Voilà. Je vous embrasse, Catherine. Merci beaucoup. Merci à vous. Catherine. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons avec Samuel Doc à mettre des mots. On voit bien comment les mots sont essentiels. C'est pas par hasard que on se diffère de l'animal. Et c'est parce que nous, on a le langage. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. L'animal, il est pulsionnel, instinctif, ce qui n'empêche pas qu'il est aussi capable d'amour, de jalousie et de ressenti, d'être en colère ou etc. Oui. Mais il communique tout le temps. Il n'y a pas, vous quand vous côtoyez, moi je côtoie beaucoup les animaux, comme vous le savez, Samuel Doc, on sait l'état d'humeur d'un animal. Il n'a pas besoin de parler parce qu'il est, comment dirais-je, il ne masque rien. Oui. Et nous, à cause du langage, c'est quand même incroyable, à cause du langage, on masque nos ressentis, nos émotions. C'est quand même un paradoxe extraordinaire. Formidable, et ça me fait sourire puisque figurez-vous, l'anecdote est vraie. Freud avait lui-même, qui est quand même qui est le père de la psychanalyse, et vous connaissez l'importance du langage, a pu dire dans une interview qu'il préférait, pour cette raison, celle-là même que vous avez évoquée, la compagnie des animaux à celle des hommes. C'est quand même cocasse.
Ah, bah ça me le rend encore plus sympathique. Alors, non, mais moi, j'aime profondément la compagnie des animaux. Je dirais même que j'ai un besoin essentiel d'avoir des chiens. Je l'ai déjà dit souvent, et puis je l'assume très bien. Mais j'adore la compagnie des humains aussi. Mais peut-être parce que j'ai appris à parler de moi et appris à écouter. C'est peut-être ça. Quand on se réfugie auprès des animaux, c'est peut-être parce on ne sait pas dire, justement. Ouais, les animaux ont beaucoup à nous apprendre. Ce n'est peut-être pas pour rien que Montaigne a écrit les essais avec un chat sur les genoux. N'est-ce pas? Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Isabelle. Qu'est-ce que vous nous dites alors, vous? Quels sont vos mots? Eh bien moi, ce que je vous dirais, c'est que dans le domaine professionnel, je me pose mes limites, je suis très sûre de moi, j'échange sur le moment dès que quelque chose ne me convient pas. Tout est très aligné. Cependant, dans ma vie personnelle, dans ma vie privée et intime, dans mes relations avec les hommes, c'est plus complexe en fait pour moi d'exprimer mon ressenti sur le moment. Et là, récemment, j'ai pris conscience qu'il était temps de m'aligner entre ce que je suis vraiment et ce que j'aspire à être et ce que je donne à voir dans mes relations. Et du coup, ça a été violent. Ça a été un peu brutal peut-être, mais j'ai fermé plein de livres qui étaient ouverts, comme si j'avais plein d'écrans ouverts, et ça a libéré tellement de place en moi qu'aujourd'hui, je me sens extrêmement légère. C'est-à-dire que j'étais en relation avec quelqu'un et je l'ai laissé être dans une relation assez irrespectueuse, on va dire, pour juger le comportement. Et du coup, j'ai laissé faire tout un tas de choses parce que j'étais convaincue que c'était pas contre moi qu'il agissait, mais plutôt parce que lui était avec ses propres difficultés et ses propres leviers à passer. Et puis, au final, je me suis aperçue que c'était jamais assez en fait. C'était toujours la surenchère à quelque chose de pire en fait. Oui, mais Isabelle, c'est toujours la même histoire. L'autre peut bien sûr nous faire du mal sans le vouloir, etc. Mais la vraie question, c'est est-ce que je me respecte? Parce que si l'autre ne nous respecte plus, même s'il ne le fait pas exprès, il peut être de toute bonne foi, hein, bien sûr. Il faut à ce moment-là dire les choses. Mais moi, ce que j'entends quand même quand vous parlez, vous savez très très bien vous positionner dans le milieu professionnel, etc. Dans le milieu domaine affectif, c'est plus impliquant de se positionner. Oui, et je pense que j'avais une peur bien vraiment très profonde, pas la peur d'être seule, mais la peur de perdre d'être rejeté, quelqu'un. oui. D'être rejeté, non, mais de perdre vraiment quelqu'un. Et du coup, je me contentais de relations pas forcément adaptées en fait, hein, et pas respectueuses et pas alignées avec la personne que je suis en fait. Et j'ai toléré des comportements, vraiment. Un peu extrême. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait du bien. Je me fais du bien en fermant ces portes, en fait, définitivement. Bravo. Ah oui. Ça veut aussi dire que lorsqu'on triche, lorsqu'on se ment à soi-même et qu'on ne suit pas cette loi du langage que Brigitte présentait tout à l'heure et cette authenticité, cette quête de vérité, eh bien, on cherche des objets et vous parlez finalement d'hommes-objets qui ont vainement se sont substitués à quelque chose qui n'était pas votre désir. Et là, vous vous êtes libéré de cette ce sorte de fétichisme de l'homme pour rencontrer plutôt une vérité de vous-même, j'entends. Et une vérité de l'autre aussi. C'était surtout moi qui me considérais comme un objet pour ces hommes-là en fait. Ouais. Et j'ai toujours été respectueuse quand même et j'ai prenais les personnes vraiment pour les aimer profondément et même malgré ce qu'elles étaient. Cependant, c'était moi qui me considérais comme un objet. Et j'ai eu des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai compris pourquoi là récemment. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de me dire. Lesquels ? Pardon ? Quels événements, dites-nous ? Eh bien, j'ai appris récemment, j'ai quelqu'un qui est revenu dans ma vie après 30 ans
voilà, qui a été un de mes premiers amours. Et en fait, j'ai appris. Il y avait une partie de l'histoire que je maîtrisais pas, que j'avais pas, parce qu'il avait disparu de ma vie du jour au lendemain. Et je m'étais séparée de la personne qui était devenue mon ex-mari, etc. Et donc je suis revenue avec lui, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Et là, j'ai appris récemment que j'avais été un enjeu entre deux, et qu'ils ne m'avaient pas considéré ni l'un ni l'autre comme une personne, mais plutôt comme un objet, en fait, en disant l'un dit jamais, elle n'est pas heureuse avec moi, je te la laisse, en fait. Et au final, ça s'est pas passé comme ça. Mais moi, ce que j'ai ressenti là, rien que de vous le dire, je ressens un vide profond, en fait, et ça me glace. Et quand j'ai eu cette version, en fait, de mon histoire, ça m'a, tout est tombé, en fait, tout est tombé. Oui, c'est terrible. Parce que vous étiez le jouet de leur rivalité. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Oui. Complètement. Oui. Complètement. Et vous l'aviez sans doute senti sans le savoir, quoi. De toute façon, c'est certain que inconsciemment, là, depuis 30 ans, je vais que dans des relations où je suis un objet. Et une poupée qu'on met dans un placard à loisir et qu'on ressort, voilà. Oui, j'avais bien senti. Oui. Complètement. Et donc là, aujourd'hui, ça s'est terminé. Ça s'est fini, ça. C'est formidable. Vous êtes libre. Bravo. Ouais. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. C'est ça. Je me sens libre. Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir être sujet et choisir le partenaire que vous avez envie d'avoir, et il va vous traiter comme un sujet. Oui, tout à fait. Et pour l'instant, je prends le temps et j'observe. C'est bien. Prenez le temps, oui, parce que ce que vous avez à digérer, ça demande un peu de temps quand même. Hein. Oui. Et c'est mieux de toute façon de prendre du temps. Pour toute chose. C'est vrai qu'on est dans une société qui aime le temps court, la consommation rapide, mais c'est vrai que le langage demande une pensée et que la pensée demande du temps. Autorisez-vous ce temps, parce que c'est un temps de prendre soin aussi. C'est exactement ça. C'est comme une retraite, en fait. Et c'est comme... une pommade, et c'est comme des jolies choses, en fait, qu'on s'accorde. Et je suis vraiment entièrement d'accord avec vous. Oui, vous êtes en train de penser vos blessures, et puis quand vous serez totalement remise de tout ça, eh bien vous serez enfin libre de choisir en tant que sujet. Merci beaucoup de votre témoignage, Isabelle. Merci infiniment. Merci bien. Merci. Au revoir. On fait une petite pause, on se retrouve pour notre Love Conseil du jour. Je vais vous parler d'un coffret que j'ai reçu, que je trouve assez fun pour justement se découvrir. Et puis on va parler du sexe des hommes avec Ronald Virag, chirurgien cardiovasculaire, qui a beaucoup œuvré pour que les hommes aient des érections dignes de ce nom. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Samuel Doc, je vais vous parler d'un coffret. Alors c'est très bizarre parce que ça s'appelle mon coffret de magnétiseur. Alors on se demande un peu de quoi ça parle. Et en fait il y a 200 fiches, donc c'est pas rien. Et alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut prendre une fiche au hasard. Et puis par exemple je booste mon énergie. Et puis vous avez une sorte de love conseil. Et là par exemple on nous propose de manger des bons aliments qu'on va un petit peu tonifier en leur donnant, si je puis dire, de la pleine conscience, si je puis dire. Enfin, toujours difficile d'expliquer ce genre de choses. Et donc, j'ai eu envie d'en parler parce que ça peut être, d'abord, ça peut être un joli cadeau de Noël, d'offrir ce petit coffret. Et puis, par exemple, il y a aussi, je prends soin de mon esprit. Alors, en cas de dépendance affective, on vous donne 8 pistes que vous pouvez faire. Alors, je booste mon énergie, je traite des problèmes chroniques. Alors, je pense qu'il y a peut-être, il faudrait que je regarde dans le lexique, il y a peut-être quelque chose pour une partie du corps qui vous fait un petit peu mal en ce moment. Voilà, pour le coup. Pour le coup, justement, oui, le coup, votre coup. Je tiens le coup. Donc, bref, toujours est-il que moi j'aime bien ce genre de coffret parce que les gens ont toujours besoin un peu de guide hein, pour s'aider à aller mieux. Voilà, donc c'est mignon, c'est joli. Vous avez 200 fiches, il y a vraiment de quoi trouver ce dont vous avez besoin. Ça vaut pas trop cher, ça vaut 29,95 €. Je considère que ça voilà. Et ça s'appelle Mon coffret de magnétiseur. C'est aux éditions Larousse, pardon. Et c'est marqué pour développer ses compétences naturelles et traiter les maux du quotidien. On parlait des mots aujourd'hui et je me suis dit que les mots, c'est écrit évidemment MAUX. Et c'est vrai que au fond,
ce qu'on oublie, c'est qu'on a tous nos petits soucis, que ce soit physique, que ce soit la fatigue, que ce soit. Et ben, c'est juste si on est un peu plus à l'écoute de soi, de son corps, on en prend soin et puis on évite d'aller un peu plus mal, quoi. Exactement. Ça commence par une pensée, le langage. Et puis, on va parler des mots du pénis avec vous, Ronald Virag. D'abord, ça me fait plaisir de vous voir, de vous retrouver. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Alors, le sexe des hommes, l'érection sans tabou, c'est aux éditions le Cherche Midi. Je dirais que c'est peut-être un petit peu un résumé de tout votre parcours, Ronald Virag, on pourrait dire ça. C'est à la fois un résumé et puis un constat. Un constat, c'est que on a fait beaucoup d'émissions ensemble et j'ai trouvé avec ma complice dans ce livre, et j'ai absolument voulu qu'elle parle aussi. Donc c'est un dialogue à quatre mains. Et pourquoi ? Parce que plutôt un parcours à quatre mains. Pourquoi ? Parce que je trouve que les choses n'avancent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a inventé beaucoup de choses. On a fait le Viagra. Et puis on s'aperçoit, 40 ans après les premières découvertes, l'injection intracaverneuse, qu'on n'avance pas beaucoup dans la prise en charge des patients. J'ai lu votre livre, c'est en 1981 que vous avez par hasard découvert 82, oui. la fameuse. On va publier en 82, oui. Eh ben, moi, je crois qu'il y a une chose que je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Ronald Virag, mais j'ai trouvé même qu'au contraire, le Viagra et ces différentes pilules, elles ont mis en relief, en effet, le fait que quand il y a une érection qui est défaillante, il y a peut-être une solution, mais on sait très bien que ça marche pas à 100%, les pilules. Et finalement, ça a masqué le vrai problème de la panne d'érection. Et c'est surtout ça, je vous interromps, ça a surtout fait arrêter les recherches qui étaient parti très fort avec la découverte de l'injection intracaverneuse, et puis on a cru qu'avec le Viagra, on avait la pilule magique et que c'était terminé. Alors il faut reconnaître que c'est plus agréable d'avaler une pilule que de se faire une petite piqûre dans la verge. Non, mais c'est pas au fait des thérapeutiques. Les thérapeutiques, elles ont progressé. Le problème, c'est qu'on n'examine pas les patients et qu'on ne fait pas de diagnostic. Absolument. Voilà, tout à fait vrai. C'est les deux problèmes. Le grand problème. Vous savez combien il y a d'hommes dans le monde qui ont des problèmes d'érection ? Quel est le pourcentage, Samuel Doc ? Curieux de l'apprendre. 30%, vous vous rendez compte ? Ah oui, c'est un chiffre énorme. C'est un chiffre énorme. C'est un vrai problème de santé publique parce que, d'une part, ça rend beaucoup de gens malheureux. Et dans ces 30%, il y en a 30% qui viennent nous consulter et qui considèrent que c'est invivable. Invivable, ça veut dire ce que ça veut dire. Tout à fait. Avec des gens, vous savez ce que ça veut dire, avec des idées suicidaires. On s'est même posé une grande question qui ne trouve pas de réponse actuellement, et c'est très compliqué, c'est qu'on s'est demandé si ça n'était pas l'une des causes de l'énorme différence chez le suicide des jeunes entre l'homme et la femme. Incroyable. Le suicide des hommes jeunes est bien plus important que et il y a eu des études, en particulier énormes, en Australie, qui ont montré que les idées suicidaires étaient plus de 2 fois plus importantes chez les hommes que chez les jeunes femmes. Oui, donc ça, en même temps, on sait que le jeune garçon, il est plus violent au sens large du terme. Et les conduites à risque. Il y a quand même beaucoup de suicides ratés chez les femmes. Oui. Chez les jeunes filles. Et alors que les jeunes hommes, malheureusement, se ratent moins. Oui, mais parce que chez les jeunes femmes, on a étudié ça, enfin les psychologues ont étudié ça, ce sont souvent des suicides appel au secours. Alors que les suicides dont je parle là sont des désespoirs du manque de solutions. Or, on a des solutions. Et ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est qu'il y a des solutions à tous les niveaux. Maintenant, il faut les expliquer. Et malheureusement, elles sont très mal expliquées, très mal prises en charge par les médecins généralistes.
est très mal prise en charge par beaucoup de spécialistes, pour beaucoup de raisons. La raison principale est le temps que ça prend. Absolument. On est devenu une médecine hyper rapide. On veut la faire dans des cabinets dans des cabines téléphoniques. Maintenant, tout ça ne tient pas debout face à un problème comme celui-là. Moi, je suis ravi d'entendre ces mots prononcés par vous, docteur, parce que moi j'ai travaillé à l'hôpital, donc j'ai eu l'occasion de voir en vrai tout ce que vous décrivez. C'est fondamental ce que vous êtes en train de dire. Je pense que vous avez connu une génération où on accordait du temps aux patients. Vous parlez du temps de prise en charge, du temps du diagnostic, que les solutions existent. Il y a des rendez-vous aujourd'hui, je pense à des rendez-vous avec des urologues par exemple, qui durent 2 minutes. La personne ne prend même pas le temps de lire la fiche qui vous concerne, etc. C'est lamentable. On a l'impression que la santé est passée dans le rouleau compresseur de la société de consommation et de l'ultralibéralisme. Et je crois que ce livre-là que vous présentez, c'est un manifeste aussi justement pour le soin, la clinique au lit du malade. Et j'entends un homme au lit du malade et je suis ravi. Au lit du malade ou dans le cabinet de consultation, parce que bien sûr, c'est pas une pathologie qui nécessite, sauf chirurgie, une hospitalisation. Alors ça s'appelle Le sexe des hommes, l'érection sans tabou, c'est aux éditions Le Cherche Midi. Alors Ronald Virag, on en parle souvent avec Eric Haller, que vous connaissez bien, qui vient. Ce que vous ne saviez certainement pas, parce que moi je ne le savais pas avant qu'il me l'apprenne, on a quand même de 3 à 5% d'hommes jeunes, c'est-à-dire qui ont moins de 20 ans, qui n'ont jamais eu d'érection à cause d'un problème physique et un problème qui se règle aujourd'hui par la chirurgie. Et ça, on peut imaginer la détresse d'un jeune garçon qui n'a pas d'érection, quoi. Vous le saviez Non, je ne le savais pas et j'imagine sa détresse parce qu'il y a en plus ce tabou, on n'ose pas dire. Mais si alors en plus les médecins ne savent pas justement, vous parlez des généralistes, ne savent pas identifier tout cela, mais où va-t-on ? Ils n'ont pas le temps. Il faut bien reconnaître. Alors on leur donne des outils. Est-ce qu'ils le savent ? Est-ce que les médecins généralistes savent qu'un jeune adolescent peut ne pas avoir d'érection parce qu'il y a des fluides veineuses ? On essaye de leur apprendre. Mais est-ce qu'ils savent ? On publie. Avec Eric Haller qui nous a rejoint, notre centre, qui a été persuadé par Hélène Sussman de rentrer dans notre équipe parce qu'il s'est passionné pour le sujet. C'est un très grand chirurgien vasculaire, sûrement le meilleur en Europe sur la pathologie aortique, et il s'est passionné par ce sujet parce que c'est un sujet transdisciplinaire. C'est ça qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait de nombreux spécialistes. Donc on a constitué une équipe comme ça, et hier, dans une conférence que je donnais à la mairie du 7e, on m'a demandé est-ce qu'il existe beaucoup de centres comme ça. Ben non, il n'en existe pas beaucoup parce qu'on ne les fait pas. L'université ne prend pas en charge. Alors, on a créé un diplôme pour former des médecins vasculaires, pour former les urologues à ce problème particulier, mais ça va être lent malheureusement, parce que il manque de temps, il manque de moyens. C'est-à-dire que si on ne paye pas les médecins pour faire des examens qui prennent 1 heure minimum, pendant ce temps-là, ils peuvent faire 4 échographies de la prostate ou 4 échographies des troncs supraortiques et malheureusement, ils vont pas prendre en charge correctement ces patients. Et c'est quand même un vrai problème de santé parce que vous le dites dans votre livre, Ronald Virag. On sait que quand un homme commence à avoir des pannes érectiles, ça peut être le prémisse d'un futur problème cardiaque ou un futur AVC. Enfin, c'est une vraie question de santé publique. Sans compter que, et ça votre collègue complice Hélène Sussman le dit bien, un problème d'érection dans un couple, c'est aussi un problème pour la femme. Si vous avez remarqué, Brigitte, on a mis énormément de citations de femmes. Exprès parce que on veut pas, d'abord parce que je pense que dans le couple, le sexe faible, c'est l'homme. Hein. C'est pas Brigitte qui me dira le contraire. Et c'est vrai. Elisabeth Badinter le dit très bien. Hein, prouve que tu es un homme. C'est l'angoisse de tout homme face dans un couple. Alors pas dans un couple installé, mais dans un couple en formation, c'est sûr. Et on a un jeune garçon qui dit à un moment, je suis comme un homme sans bras, je suis comme un homme sans mon érection, je suis un homme comme sans bras,
depuis toujours, comment voulez-vous que j'aborde une femme ? Et cet homme-là avait une fuite, ce qu'on appelle une fuite caverno-veineuse, on l'a guéri. C'est ça qui est... Oui, c'est ça qui est important à dire. C'est important que ça à se dire. guérit, mais faut-il encore savoir que ça existe ? Et puis faut-il encore, malheureusement, trouver... et pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux à faire cette opération-là. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez franc, vrai, comme sur Sud Radio, Ronald Virag. Et j'aime bien de temps en temps le rappeler. Il y a des traitements, il y a peut-être des futurs traitements, mais les ondes de choc, c'est un attrape-nigo. Oui, bien sûr. C'est bien de Alors, le dire. non, mais je parle jamais sans preuve. Oui. Si je dis ça et si nous disons ça, et d'ailleurs c'est Hélène Sussman qui a fait l'expérimentation, avec les 2 machines qui sont sur le marché, on n'a jamais enregistré un résultat positif probant. Bien sûr, on en installe un peu partout, même même chez les kinés, et on prend cher pour faire ça. Et puis oui, c'est ça qui est toujours problématique. C'est un petit peu comme certaines trucs laser pour le vagin. Enfin, voilà, c'est des attrape-nids. Enfin, ça coûte cher. C'est rapide. Alors il peut y avoir l'effet placebo. On va leur laisser ça. L'effet placebo, il marche avec n'importe quoi, avec tout, bien sûr. Et heureusement. C'est bien. Mais vous savez, il y a une anecdote, je ne sais pas si elle est dans le livre, je me souviens plus très bien, mais il y a une anecdote formidable. Mon collègue et ami qui dirige le centre un centre identique au nôtre à Londres, on vient lui présenter un produit qu'il essaye contre placebo. Et alors la firme, ça marche pas très bien, mais la firme a trouvé que le placebo faisait aussi bien que le produit qu'on essayait, et elle a mis le placebo sur le marché. Pourquoi pas. Voilà. Et oui, 30% de bons résultats, et c'est très bien. Mais ça laisse des gens désespérés. Nous voyons arriver à notre centre des gens qui ont tout essayé. Alors, on va sans revenir, avoir été examiné. On va revenir sur la question de la pénétration, parce que vous en parlez dans ce livre, Ronald Virag, et je trouve que c'est intéressant, mais on fait une petite pause, et puis on reviendra sur cette pénétration qui est très critiquée aujourd'hui par les féministes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, on parle des mots qui nous font grandir, et puis parfois le pénis il parle, ou plutôt il se tait, si je puis dire. Ce livre, c'est Ronald Virag qui en est l'auteur, Le sexe des hommes, l'érection sans tabou, c'est aux éditions Le Cherche Midi. Ça serait presque un livre qu'on devrait distribuer chez tous les médecins généralistes, parce que je crois qu'il y a vraiment tout ce qu'on peut, tout ce qu'on devrait savoir sur. Alors j'ai quand même découvert quelques trucs, Ronald Virag, comme quoi on a toujours besoin d'apprendre, et ça c'est bien, moi j'adore ça. Alors je voulais revenir aussi sur la question de la pénétration. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Samuel Doc, mais il y a un courant féministe très fort qui dit que la pénétration n'est pas nécessaire. Alors c'est évidemment des femmes qui disent ça, donc vous affirmez preuve à l'appui, si je puis dire, Ronald Virag, que ces femmes se trompent, ou alors elles sont peut-être tout simplement sexophobes. Tiens, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je ne parle que de ce que je vois et de ce que je consulte. Il y a une chose qui est frappante, c'est qu'on a énormément, et c'est ce qui nous a fait réfléchir et présenter le livre comme il est présenté, avec un homme et une femme qui sont des thérapeutes. Et ce qui me frappe, c'est que beaucoup de femmes viennent avec leur mari, avec leur compagnon. Bien sûr, et c'est même souvent elle qui l'amène. Et c'est elle qui mène la démarche. Elles prennent les rendez-vous, elles viennent voir en salle d'examen comment ça fonctionne. Il y en a même qui viennent, entre guillemets, si je peux me permettre, mais ici je crois qu'on peut se permettre, toucher le pénis pour voir qu'il est bien rigide quand on lui a appliqué un traitement ou un test adapté exactement. Et ça a été une découverte tardive dans ce qu'on faisait. J'ai toujours eu des couples, mais là c'est de plus en plus. Donc
Je crois que la pénétration... Alors, j'ai des hommes qui viennent, bien sûr, beaucoup d'hommes qui viennent consulter ça. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, écoutez, moi, je suis très content, surtout à passer la soixantaine. Je suis très content, j'ai retrouvé une compagne formidable, je suis heureux, je vais au cinéma avec, etc. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est la pénétration. Voilà. Et je raccourcis, bien sûr, mais c'est très intéressant. Et on a retrouvé les livres de Belinda Cannon qui sont formidables pour ça. Donc, ce courant féministe, moi je le connais pas. Je pense qu'il est fait de gens qui pensent autrement, et je ne pense pas que c'est la majorité des femmes. Loin de là. Non, mais moi je suis certaine que non. Vous voulez réagir peut-être, Samuel? Oui, ce qui est surtout dommage, c'est qu'on oublie que tout ça, il y a quand même une grande part d'idéologie. Et ce que je trouve intéressant dans votre propos, c'est de justement confronter peut-être ces idéologies à la clinique, encore une fois, à l'empirique. Et ça, c'est précieux. Très précieux oui, de rencontrer un petit peu la réalité du cabinet. Moi, ce que je crois surtout, et c'est ce qui m'ennuie et qui m'attriste beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont relativement jeunes, souvent d'ailleurs, qui ont leurs convictions, qui sont tout à fait respectables, mais elles en font une sorte de dogme ou du prosélytisme. Je veux dire, moi, j'entends tout à fait tout ce qu'on veut, c'est pas mon souci, mais ne faisons pas de notre vérité une vérité absolue. Et c'est vrai que ce qui est ennuyeux, c'est que ça rentre quand même dans l'oreille de certaines femmes qui du coup... Certaines femmes ou certaines jeunes femmes. Oui, qui sont un peu fragiles, qui savent pas trop et qui croient qu'en effet la pénétration n'est pas nécessaire, alors que c'est quand même le seul moment où dans l'acte sexuel où on est reliés l'un à l'autre. Bien sûr. C'est le grand problème, c'est qu'aujourd'hui une opinion décrite par quelqu'un sur les réseaux sociaux va devenir presque un dogme, une théorie, et il va y avoir une identification qui va se rechercher. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, Brigitte, je crois que quand une personne a besoin de défendre à tout prix sa vérité, c'est peut-être qu'elle n'en est pas si sûre que ça et qu'elle a besoin de la lire dans le regard des autres. S'il y a tellement de rage chez ces néo-féministes, c'est bien que quelque chose n'est pas clair. Oui, ou que ça répond à une telle blessure, enfin qu'importe. Donc oui, en tout cas, ce livre, le Ronald Verhaeghe, merci parce qu'il est complet, il est bien. On rappelle peut-être que lorsqu'il y a des pannes d'érection, c'est pas forcément psychologique et que le meilleur moyen de le savoir, c'est de faire l'examen Doppler dont vous parlez très largement dans ce livre. Bien sûr. Voilà, donc, et je ne l'ai pas écrit tout seul. Hein. Oui, avec Hélène Sussman, je l'ai cité déjà et je la recite, il n'y a pas de problème. C'est aux éditions Le Cherche Midi. Si vous voulez aussi savoir ce que c'est exactement les injections très caverneuses, vous parlez également de la plantation du pénis, les fameux implants péniens, qui sont des choses qui aujourd'hui sont très au point, contrairement à ce que c'était il y a évidemment une vingtaine d'années. Heureusement, on fait des progrès. On fait des progrès sur le plan médical, il faut jamais l'oublier. Et on fait aussi des progrès dans la communication dans les couples, puisque c'est les femmes maintenant qui amènent leurs compagnons, ce qui n'était certainement pas le cas il y a 30 ans. Non. Donc on avance, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Ronald Verhaeghe, merci beaucoup Samuel Dock, comme toujours c'était un plaisir de converser avec vous. Partagez. Je rappelle ce livre, Les chemins de la thérapie aux éditions Flammarion, si vous voulez savoir justement ce que ça pourrait vous apporter d'aller parler à quelqu'un si vous avez du mal à vous exprimer. Tout de suite évidemment vous retrouver Alexandre Delovan et lundi nous serons avec un autre Samuel Comblaise, et on reviendra sur le harcèlement et plus particulièrement le harcèlement sexuel à connotation sexuelle. Voilà, et je crois que c'est important d'en parler régulièrement.